Merci beaucoup pour cette introduction qui, je pense, cadre vraiment bien l'objectif de cette journée, donc qui était de regarder dans quelle mesure on peut trouver des solutions qui sont intéressantes pour les agriculteurs et qui sont efficaces aussi pour la préservation de la biodiversité et de la petite faune des champs. En Alsace, c'est vrai qu'on avait depuis quelques temps des propositions de faire, et ça existe, de laisser des parcelles non récoltées, des zones refuges, etc. La profession agricole a voulu aussi chercher d'autres solutions, notamment en utilisant les couverts, en utilisant une diversité de cultures sur le territoire, et en continuant à produire et sans mettre les choses sous cloche pour protéger cette espèce de hamster. Je reviens rapidement sur l'ordre du jour de la réunion qu'on va peut-être un peu bouleverser puisque vous aviez vu sur le programme une intervention de M. Forler qui travaille chez Vivessia qui malheureusement a eu un souci médical, donc il ne pourra pas être là. Par contre, on a rattrapé il a été... on a trouvé une solution, c'est-à-dire que hier, sur son lit d'hôpital, il a fait sa présentation qu'on a enregistrée, qu'on vous passera, et qui reste très très intéressante. On l'a entendu hier après-midi avec Christophe Barbeau. Et donc peut-être on va intervertir et la mettre plutôt avant le repas de midi, puisqu'on ne pourra pas faire de session questions-réponses puisqu'il ne sera pas là. Mais le contenu et tout ce qu'il voulait nous raconter, on l'a quand même. Voilà. Alors pendant toute la journée, l'idée aussi, c'est après chaque intervention que vous puissiez poser des questions. Ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, c'est-à-dire que tout ce qu'on a fait dans l'équipe du projet Cricetus, on l'a fait avec les agriculteurs. On ne veut pas faire des choses sur des modes d'essai qui ne sont pas forcément reproductibles. On trouve que c'est vraiment la meilleure façon de travailler, c'est d'être en contact avec vous, les agriculteurs, et que vous puissiez faire remonter vos problèmes, partager aussi les solutions. Et donc, on vous propose soit de poser des questions après les interventions, soit aussi, si vous en avez au cours du speech, d'envoyer un SMS à Justine, qui est là, et qui en fera une petite synthèse et qui permettra de répondre au fur et à mesure entre chaque intervention. Donc le numéro s'affiche, il se trouve aussi sur les documents qu'on vous a donnés avec un résumé des présentations. Je pense en première page, vous avez ce numéro SMS, si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez la poser. Et on essaiera d'y répondre avec les invités à la journée, donc monsieur Thomis d'Agrotransfert qui est venu depuis le nord de la France, monsieur Dirix qui travaille chez Greenotech, ils sont là-bas dans le coin, qui est venu depuis la Belgique, donc monsieur Forler qui malheureusement n'est pas là mais qui nous accompagne par la pensée, je pense. Qui est vraiment très déçu. Et puis on a Monsieur Kern, je ne sais pas s'il est arrivé ou s'il est toujours encore... Ah, bienvenue Monsieur Kern, qui nous vient d'Allemagne. Voilà, donc je vais sans tarder, puisqu'on a un peu de retard, démarrer la présentation. Alors le contexte, vous l'avez vu, la carte de répartition du hamster en Alsace en 1972 à gauche et maintenant, donc il en reste quelques-uns. Un peu plus depuis l'année dernière, mais jusqu'à présent, il y en avait moins d'un millier. Donc c'est une espèce qui est maintenant classée comme une espèce en danger critique d'extinction au niveau mondial par l'Union internationale de conservation de la nature. Et donc on a, en Alsace, puisqu'il nous en reste, et il n'y en a nulle part ailleurs en France, on a une responsabilité pour préserver cette espèce. Et on a des engagements aussi européens pour ça, et c'est un peu aussi la raison pour laquelle l'Union européenne finance ce projet. Alors, du coup, ici, vous avez une carte avec la partie allemande, avec Rhénanie-Palatinat à gauche et Baden-Württemberg à droite. Donc, c'est des zones qui sont un peu proches. Le nord du Baden-Württemberg correspond à l'est de la Rhénanie-Palatinat, avec donc la situation qui est moins connue, moins précisément connue qu'en France, mais où on voit un peu qu'il y a eu une forte régression des populations aussi en Allemagne.
encore une ou deux diapos sur le hamster, et ensuite, je promets, on parlera des couverts et de techniques. Alors, un peu ce qui a été dit déjà. Le cycle de vie du hamster, donc c'est un animal qui hiberne pendant l'hiver. Au printemps, il sort du terrier et il a besoin d'une protection contre les prédateurs. C'est une proie, hein, c'est sa place dans l'écosystème. Il se fait manger. Par contre, s'il se fait manger trop vite, il n'a pas le temps de faire de petits et il disparaît. Et donc le but du jeu, en gros, c'est qu'il arrive à survivre assez longtemps pour perpétuer l'espèce. Et pour ça, donc, il a besoin d'un couvert de protection. Et donc sur la petite frise, hein, vous voyez, il y a deux moments qui sont particulièrement sensibles ou critiques pour le hamster. Donc c'est après la moisson des céréales d'hiver, puisqu'il se retrouve du jour au lendemain sans couvert et il est un peu perdu. Alors en 2021, on avait aussi bien en Allemagne qu'en France une moisson qui s'est échelonnée assez longtemps, puisqu'il a plu tout le temps, si vous vous souvenez bien. Pendant tout le mois de juillet. Et du coup, en 2022, on avait plus de hamsters que depuis 10 ans. Sans doute qu'il y a une relation entre les deux épisodes. Par contre, en 2022, la moisson s'est faite très rapidement. Tout le monde a moissonné à peu près en une semaine. C'était rangé, il n'y avait plus rien. Et donc, effectivement, cette période, elle est sensible pour lui. Et ensuite, il y a une deuxième période sensible, c'est au printemps, avant le semis des cultures de printemps, puisque là, il sort du terrier et il se retrouve dans un paysage agricole. Quand il y a beaucoup de cultures de printemps, c'est un paysage agricole avec la terre nue, sans rien qui pousse, et pareil, donc il est très sensible à la prédation. En plus, il a des difficultés pour se nourrir, puisque ces réserves qu'il avait faites pour l'hiver, en général, soit il a tout mangé, soit elles sont gâtées, enfin, elles ne se conservent pas si bien que ça non plus. Et donc voilà, dans le cadre d'un précédent projet, on avait travaillé avec les agriculteurs aussi pour essayer d'adapter cette période-là en semant des couverts dans les céréales sous couvert et en essayant de garder le couvert jusqu'au printemps pour ressemer du maïs dedans. Mais techniquement, c'est très difficile à faire, sans grosse baisse de rendement, on va dire, hein, puisque le maïs ne supporte pas du tout la concurrence d'un couvert en place. Voilà, donc on a un peu, pour ce deuxième projet, un peu abandonné cette idée parce qu'on n'avait en plus pas les moyens financiers de continuer à travailler sur ça, et plutôt se concentrer sur la période d'interculture, où on voit qu'il y a encore, les agriculteurs ont encore des difficultés selon les années. C'est pas si facile que ça, hein, à réussir ces couverts. Et donc on s'est dit que ça pouvait être intéressant de passer une journée pour essayer de partager les expériences et d'imaginer un peu les pistes aussi pour l'avenir et faire un petit bilan de là où on en est. Voilà. Alors une petite diapo pour effectivement résumer ce que j'ai dit. Donc un habitat favorable pour le hamster, c'est un couvert qui le protège des prédateurs en été le plus longtemps possible et au printemps, et des cultures diversifiées. Avec dans certains paysages agricoles, en septembre, on a encore des parcelles nues avec des couverts qui sont semés très tard. Le hamster rentre en hibernation fin octobre, mi-octobre. Du coup, si en septembre il n'y a rien sur les parcelles, en octobre il y aura 3 fois rien et c'est pas intéressant. Alors qu'en adaptant les pratiques, en semant les couverts plus tôt, on peut avoir donc la photo que vous avez, elle est de l'année dernière, hein. Elle date de la fin septembre. Et donc c'est la même que celle-là. Donc juste quelques illustrations. Donc ça, c'est des photos qui sont prises sur les parcelles des agriculteurs qui mettent en place des mesures de préservation du hamster. Donc on a en Alsace 3 zones de protection qui représentent 9000 hectares à peu près. Et sur ces 9000 hectares, on a à peu près 4500 hectares sur lesquels les agriculteurs acceptent de diversifier leur rotation et de semer des couverts d'interculture après toutes les cultures d'hiver. Et dans le cahier des charges de ces couverts, il faut qu'ils sèment après la moisson assez rapidement, avant le 1er août ou un mois maximum après la moisson, des mélanges de semences qui doivent contenir alors une espèce de graminée au moins, une espèce de légumineuse et du tournesol, parce que les travaux du CNRS
donc le Centre national de recherche scientifique, ont montré que dans certains paysages agricoles, il y avait des carences en vitamines et que dans le tournesol, il y avait cette vitamine qui manquait aux hamsters. Et donc les couverts doivent être laissés jusqu'en octobre, jusqu'au 15 octobre réglementairement. Voilà, donc il y a une diversité de pratiques, hein, ici du sarrasin, du tournesol, avec le problème peut-être du sarrasin qui a un cycle assez court. Peut-être on en discutera tout à l'heure. Mais il semble par contre assez compétitif par rapport aux adventices. Donc ça c'est quelque chose qu'on a cru remarquer. Et puis bon, d'autres parcelles semées plus tard qui donnent plutôt ce résultat-là. Alors pour le hamster c'est pas bien. Pour l'agriculteur, on se posait aussi la question, est-ce que c'est satisfaisant pour un agriculteur d'avoir préparé le sol, semé, dépensé quand même un petit peu d'argent pour les semences pour un couvert comme ça. Et puis ce qu'on a beaucoup vu aussi l'année dernière, c'est des parcelles comme ça, avec pas mal de kénopodes, qui s'est développé avec la chaleur et le sec, s'est développé souvent plus vite que les couverts. Et donc ça nous pose aussi des problèmes, et c'est aussi un enjeu qu'il faudrait qu'on arrive à régler. Voilà un peu pour le tableau général. Alors la journée, elle est articulée, vous verrez un peu sur les services rendus par les couverts d'interculture. Donc, puisque les couverts peuvent rendre tout un tas de services à l'agriculteur, ils peuvent aussi en rendre à la biodiversité, mais aussi à l'agriculteur, avec l'augmentation de la matière organique du sol, le piégeage, la restitution d'éléments minéraux pour les cultures, la structure du sol, le stockage de l'eau, la vie du sol, et la battance et l'érosion. Et donc les questions qu'on se pose toute la journée, ça va être comment mieux réussir ces couverts, qu'est-ce qu'on peut apprendre un peu des expériences des uns et des autres, et puis aussi comment on peut mesurer ces services rendus, parce qu'on nous dit oui, les couverts c'est bien, ça rend des services, vous devriez en faire, mais après comment on peut mesurer, et aussi un peu peut-être en monnaie sonnante et trébuchante, hein, si ça me rend des services, comment je peux savoir quelle est la valeur de ces services et peut-être rééconomiser sur certains intrants. Mais voilà, quand on adapte ces pratiques, les agriculteurs prennent des risques, ils ne savent pas forcément ce que ça va donner. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir des indicateurs pour pouvoir mesurer ça et mesurer le risque qu'on prend à mettre peut-être moins d'engrais ou à changer un peu son itinéraire technique. Donc le diapo en allemand. Voilà, alors pour commencer les présentations techniques, on va vous parler, nous, du réseau de parcelles. Donc on a suivi dans le cadre de ce projet, donc il y avait 38 parcelles, donc une vingtaine par an en 2021 et en 2022. Donc c'est des parcelles d'agriculteurs dans les zones hamster, donc avec le cahier des charges que j'ai dit tout à l'heure. Donc sur ces parcelles, donc on a mesuré tout un tas d'indicateurs, la biomasse des couverts, les peuplements, la composition du couvert, des analyses de terre, les comptages de vers de terre. On a suivi sur certaines parcelles des populations de carabes et d'autres auxiliaires pour voir si le couvert avait un intérêt particulier. Et puis on a restitué les résultats aux agriculteurs avec un petit conseil, pour les remercier aussi d'avoir partagé leurs pratiques, puisque les agriculteurs nous ont aussi du coup expliqué tout ce qu'ils ont fait sur leurs parcelles pour qu'on puisse essayer de comprendre les réussites, les échecs, comment ça se fait que certains avaient des meilleurs résultats que d'autres. Et bon, vous le savez tous, hein, l'agriculture c'est compliqué. Il n'y a souvent pas un facteur qui explique un résultat, hein. Il y a un ensemble de facteurs, une histoire des parcelles, une histoire de savoir-faire aussi de chacun. Donc on a essayé de faire comprendre un peu, mais ça reste difficile. Voilà, donc c'est des parcelles, ce qu'on va vous présenter, c'est des résultats de parcelles d'agriculteurs. C'est pas des essais, mais vous verrez qu'il y a quand même des choses très intéressantes qui en sont ressorties. Donc avec ici juste une localisation des parcelles, avec la diversité un peu des pratiques. Donc les couleurs sur les petits ronds vous montrent le nombre d'espèces semées dans les couverts. Donc on a entre 2 et 10 espèces selon les agriculteurs qui ont participé. Et puis la taille c'est l'année 2021 ou 2022.
Donc on avait des parcelles un peu dans les 3 zones de protection du hamster en France, en Alsace et puis en Allemagne à Rheinstabern au nord de Karlsruhe, chez Monsieur Beller. Alors je ne sais pas s'il a finalement pu venir, Monsieur Beller. Non, dommage. Il aurait pu nous raconter. Voilà, je vais passer la parole à mon collègue Christophe Barbeau qui a travaillé avec Justine Eckart dans le cadre de ce projet et qui va vous présenter la suite. Donc, bonjour, les parcelles qui étaient conduites dans le réseau étaient principalement sur le secteur Bas-Rhin et donc le long du Rhin et à la plaine d'Aubernay. En type de sol, les types de sols qui sont très représentés, ce sont des limons profonds, des limons calcaires, des limons leusses, sauf les quelques parcelles qui étaient dans le sud du département ou à Gepsheim dans le Haut-Rhin, plus la parcelle qui était côté allemand, le long du Rhin, à côté de Karlsruhe, qui était dans les alluvions du Rhin. Donc on a bien dans ce réseau très majoritairement des sols profonds, des sols limoneux et des sols à tendance calcaire. Donc les résultats de ces 2 années sur le réseau de parcelles, déjà pour pouvoir typer dans quelle situation on est, on a eu à faire des analyses de terre, des analyses de sol et à regarder quelle était la constitution du sol. Donc on a pu voir que sur les parcelles du réseau, sur ces 2 années, la teneur en matière organique était comprise majoritairement entre 2 et 3% de matière organique. On a pu aussi analyser le rapport carbone sur azote, c'est-à-dire la quantité d'azote organique stockée dans le sol et la capacité du sol à avoir de la fertilité plutôt long terme. Donc dans ces parcelles, rares sont les parcelles avec beaucoup de matière organique, plus que 3%, et avec un processus assez équilibré entre minéralisation et création de carbone stable, humification, puisque finalement sur ce graphique, vous voyez qu'il n'y a que 5 points qui répondent à un taux de matière organique supérieur à 3 et un C sur N supérieur à 9. Donc ça pose aussi des questions en termes de protection des sols et de durabilité de la fertilité organique à long terme. Les températures qui ont été relevées durant ces 2 étés et automnes, 2021 et 2022, donc on a une année 2021 qui était un peu plus fraîche ou un peu plus dans la moyenne des années 80-2000. C'était l'année 2021 où il a plu durant l'été. Par contre, l'année dernière, l'année 2022, était une année chaude avec des températures plus fortes et aussi une arrière-saison importante en termes de température. Donc le mois d'octobre était assez chaud. Beaucoup plus que la moyenne. On a sur cette diapositive, sur la droite, les sommes de température, donc en base 0, de juillet à octobre, disponibles pour la croissance des couverts végétaux. Et donc on voit qu'en 2022, on est monté au-dessus de 2200 degrés jour, alors que l'année 2021 était beaucoup plus limitée, plus fraîche en termes de température disponible. En termes de pluviométrie, l'année 2021 était très fournie en pluie en juillet et début août, ce qui a fortement retardé les moissons. Donc au lieu de moissonner les blés en juillet, mi-juillet, ça a été reporté, retardé début août, mi-août. Sur la pluviométrie, les pluies finalement sur l'année 2022, après une longue période de sécheresse et de canicule, sont arrivées fin août et surtout en septembre, ce qui a occasionné une croissance des couverts assez forte et assez explosive sur fin septembre et sur le mois d'octobre sur l'année 2022. Sur la somme de pluviométrie qu'ont pu avoir les couverts végétaux donc sur cette période de juillet à octobre,
eh ben, finalement, en somme de température, en 2022, on a eu à peu près les 250 ou les 240 mm, ce qui était pas beaucoup moins que 2021, mais la répartition des pluies était différente. Et donc on a eu en 2022 des couverts qui ont longtemps attendu le retour des pluies. Ces couverts ont produit une certaine masse de végétal, donc exprimée en biomasse en tonnes de matière sèche par hectare. Ces couverts ont pu produire jusqu'à 7 tonnes de matière sèche. La médiane était autour de 2,4 tonnes de matière sèche produite sur ces 2 années, et la moyenne autour de 3,1 tonnes de matière sèche. Et donc sur ce graphique est aussi représenté sur les abscisses, donc l'axe des Y, la quantité d'azote absorbée par rapport à la masse végétale produite. Et donc on monte à des quantités d'azote absorbées qui peuvent parfois dépasser 80 voire 120 kg d'azote dans les parties aériennes des végétaux, voire dans certaines situations particulières arriver à 180 unités. Donc pour pouvoir, sur ce graphe, donner quelques exemples, on va d'abord prendre des couverts qui n'ont pas trop bien réussi. Donc exemple là, à Geispolsheim en 2021, on avait une production en tonnage de matière sèche qui était pas très élevée. En global à l'hectare, on était inférieur à 1 tonne de matière sèche. Et puis en termes de piégeage d'azote, on avait des faibles quantités. Donc on avait un couvert qui était semé très irrégulièrement, avec une qualité du lit de semence qui n'était pas bonne, et où seulement 2 espèces ont pu se développer, à savoir le radis et la facélie. Les autres espèces n'étaient pas très présentes, avec un couvert à 27 pieds par mètre carré et quand même des adventices présentes à une quinzaine de pieds par mètre carré. Donc justement, le travail, c'est aussi de recenser les situations où ça réussit moins bien pour essayer de voir qu'est-ce qui peut être amélioré. Donc une deuxième situation où on a découvert qu'on produit un peu plus que 2 tonnes de matière sèche, avec un couvert assez fourni, à 179 pieds par mètre carré. Là, majoritairement, majoritairement avec des repousses de céréales et avec de la facélie. Donc voilà le type de couverture. Donc ça, c'est des couverts qui n'étaient pas très hauts, mais bien fournis. Et troisième type de couvert, des couverts multi-espèces, avec certaines espèces qui ont quand même pris le dessus, comme le tournesol, la moutarde d'Abyssinie, le moa qui était très présent, et puis des espèces conditions sèches, le Niger, avec un peuplement qui était limité, moins de 100 pieds, enfin 95 pieds au mètre carré. Beaucoup de masse produite, mais pas beaucoup d'azote piégé, puisqu'on n'avait pas de légumineuses dans ce mélange, et les crucifères ne se sont pas vraiment développés. Donc on a essayé de voir si le nombre d'espèces avait une influence sur la biomasse aérienne produite en tonnes de matière sèche. Donc on a une légère tendance à ce que si on sème plus d'espèces dans le mélange, il y a plus de possibilités de fabriquer de la biomasse, mais cette tendance n'est pas très marquée. Par contre, ce qui est marqué, c'est la date de semis, c'est-à-dire si on tarde à semer et on retarde le semis plus tard, ben donc on va bénéficier de sommes de température en moins, et la durée du jour aussi se réduit. Donc si vous, au lieu de semer début août ou en juillet, vous semez début septembre, eh bien évidemment, vous aurez moins de biomasse pour des semis plus tardifs. Alors, les raisons de moindre performance des couverts végétaux, elles sont multiples. Ça peut être soit un semis qui a pu être organisé que trop tardivement, et après on a moins de
moins de lumière, moins de somme de température disponible. Ça peut être des interventions sur des sols qui ne sont pas vraiment portants ou ressuyés, qui font que lors des opérations d'implantation, il y a des problèmes de tassement. Ça peut être aussi, quand on sème, certaines espèces, on ne les sème pas assez denses, on ne met pas assez de kilos de semences par hectare. Ou ça peut être la qualité du semis lui-même, c'est-à-dire on vient semer, le lit de semence, il a plus ou moins d'émotes, plus ou moins de la terre fine, et le positionnement des graines, certaines graines sont en terreau profond, ou certaines graines sont handicapées par des mottes de grosse taille en grande quantité. Donc là, sur la photo, on a des exemples sur certains couverts où on avait quand même semé assez dense, mais la levée a été fortement handicapée par ces grosses mottes dures en surface. Et après, c'est un peu un système difficile à corriger, puisque cette stabilité de structure et la friabilité des mottes, c'est aussi lié aux pratiques, aux restitutions organiques, au tassement, au type de sol. Donc on a sur la droite là un test bêche où on a sorti un bloc de sol, et donc en sortant ce bloc à la bêche, on a regardé les différents horizons, et déjà en sortant le bloc à la bêche, l'échantillon de terre se défaisait en plusieurs morceaux bien distincts. Donc on voyait qu'il y avait des zones plus dures, des semelles de travail du sol, que ce soit des semelles de non-labour ou des semelles liées au travail avec les outils. Ces couverts végétaux ont pu être aussi impactés par les mauvaises herbes, enfin les adventices. Si on avait beaucoup d'adventices qui se sont développés, on a pu voir que la biomasse produite par les couverts semés était moins importante. Alors, dans tous les résultats qu'on vous montre ici, ce sont les couverts végétaux qu'on a pesés, comptés, analysés. On parle bien des couverts végétaux quand on vous cite les résultats, mais pas du tonnage d'adventices. Par contre, dans certaines situations, deux situations par exemple, où on avait 30% de ce qu'on a pesé, c'était de la mauvaise herbe. Enfin, c'était des adventices. Alors ces adventices, c'était principalement des adventices nitrophiles, qui aiment bien des sols chauds, des sols aérés, des sols nitratés. Et donc dans ces nitrophiles, on retrouve en fréquence surtout le kénopode, donc le kénopode blanc, qui est une mauvaise herbe assez spécialisée des rotations avec des cultures d'été, maïs, betterave, soja ou cultures d'été. On a aussi dans certaines parcelles, mais pas dans toutes, une forte présence de mercurial annuel. Alors, mercurial est une mauvaise herbe qui est moins nuisible que la plupart des mauvaises herbes, parce qu'elle fabrique moins de graines et puis elle est moins invasive, on va dire. Et puis la troisième, la plus représentée, c'était le laitron rude. Donc le laitron, c'est une mauvaise herbe des rotations où on fait pas mal de cultures légumières de plein champ, donc notamment dans le secteur de la pomme de terre, du chou, et sur des parcelles où on restitue et on apporte beaucoup de potassium. Alors évidemment, il y a plein d'autres mauvaises herbes qu'on a pu recenser, mais c'est ces trois-là qui étaient les plus présentes et qui venaient polluer, enfin qui venaient gêner un peu nos couverts végétaux. En poids d'adventices, puisque tout ce qu'on a observé, que ce soit les couverts végétaux semés ou les adventices, ça a été compté et pesé. En poids, évidemment, c'est les kénopodes qui représentaient le gros des troupes dans ces adventices. Les analyses de sol qu'on a fait, ça nous a permis aussi de nous rendre compte des niveaux de phosphore et de potasse, donc dans les couverts végétaux et dans le sol. Donc dans le sol, je vous en ai pas parlé, mais il y a vraiment beaucoup de phosphore dans le sol, souvent, c'est-à-dire plus de 200 ou 300 mg par kilo de phosphore ou de potassium. Donc c'est des sols qui ont beaucoup de réserves, qui sont très fertiles. Et grâce aux couverts végétaux, on en mobilise pas mal. Donc sur les couverts végétaux, on a pu comme ça piéger plusieurs dizaines d'unités de phosphore, donc 40 à 70 kg de phosphore, dans les situations où les couverts étaient bien réussis.
Et le potassium, c'est en centaines d'unités, donc dans la plupart des situations, on avait plus d'une centaine d'unités de potassium piégées dans les parties aériennes des couverts végétaux, et ça pouvait monter jusqu'à plus de 300 kg de potassium. Donc tout ça, ce sont des éléments minéraux piégés dans l'organique des couverts végétaux qui vont être restitués dans les parcelles et qui vont avoir un effet de biodisponibilité important pour les cultures suivantes et qui rentrent dans le cycle et qui vont permettre d'économiser des intrants et surtout de sortir de la logique de toujours ramener des éléments finalement qui sont déjà présents dans le sol pour les cultures. Les couverts végétaux permettent aussi d'apporter du carbone, donc de la matière organique. Donc ce carbone, il a été dosé. Ce carbone permet d'apporter plus de 1000, voire 2000 et parfois 3000 kg de carbone à l'hectare par la restitution de ces masses aériennes de couverts végétaux. Sachant que dans toutes les mesures qu'on a fait, je vous parle uniquement des tiges, des feuilles, donc des parties aériennes. Nous n'avons pas fait de pesée ou d'observation sur les parties souterraines. Donc tout ce qui est racines et rhizosphère n'est pas pris en compte. Il faudrait encore en plus rajouter tout ça dans le système sur le bénéfice de ces couverts végétaux. Donc ce qu'on a regardé, c'est le rapport carbone sur azote, c'est-à-dire est-ce que les couverts ont piégé beaucoup de carbone ou plus d'azote sur certains couverts. Sur ce rapport carbone sur azote, on aimerait bien avoir un rapport carbone sur azote pas trop élevé pour avoir une bonne restitution de l'azote organique les années qui suivent les couverts végétaux. Donc en général, on essaye d'être soit inférieur à 15 C/N, soit inférieur à 20, plutôt 15 pour des cultures d'hiver et plutôt 20 pour des cultures qui ont une longue période d'absorption de la minéralisation de printemps et d'été, comme le maïs. Mais en général, on cherche cet effet azote restitué pour faire des économies d'azote, bien sûr, sur les cultures suivantes. Donc, restitution aux cultures suivantes, ce serait plutôt ces parcelles-là, avec un C/N qui est faible, et dans les autres parcelles, c'est plutôt de la création de carbone stable, et donc on renforce la matière organique des sols, et on a un effet de l'azote qui n'est pas la première année qui suit. Il n'empêche, tout cet azote piégé va être redistribué, y compris l'azote dit non disponible, en deuxième, en troisième, en quatrième, voire jusqu'à la 7e ou 8e année. Donc tout cet azote fixé n'est pas perdu. Donc même si on fait de l'humification et on augmente le taux de matière organique, c'est peut-être pas bénéfique l'année qui suit, mais c'est bénéfique sur les 5 à 10 ans qui suivent, dans l'augmentation du pool organique du sol. Cet azote disponible pour les couverts, c'est des questions qui sont souvent posées pour le conseil. Voilà, j'ai fait un couvert, il a fait tant de biomasse, il a absorbé tant d'azote. Combien sur les 120 ou les 80 unités d'azote piégées ou les 180, je vais pouvoir récupérer d'azote disponible tout de suite la première année. Donc à partir du C/N, du rapport carbone sur azote des végétaux qu'on a prélevés et qu'on a fait analyser au laboratoire, on a une estimation de la quantité d'azote restituée en pourcentage. Donc par exemple, pour un C/N de 10 à 15, on pense que 40% vont être restitués. On l'avait déjà vérifié sur des témoins zéro azote sur des maïs, après couverts végétaux ou sans couverts végétaux. La part restituée peut monter jusqu'à 60% de l'azote qui peut être restitué la première année sur des couverts végétaux avec des rapports carbone sur azote assez faibles, autour de 10 ou moins de 10. Donc, je vais passer maintenant la parole à Justine Eckart, ma collègue, qui va vous parler d'une expérience qui a été conduite à Blesheim chez l'un des producteurs qui était dans le réseau.